Merci d'être avec nous sur WeDoBiz et cette semaine encore, pour la dernière fois de l'année d'ailleurs, on décrypte l'actu de l'économie, des entreprises, des startups, évidemment aussi de l'innovation, on va bien sûr en parler. Pour cette dernière émission de l'année, on va parler tout d'abord d'Uber, de chauffeurs privés et surtout de ces chauffeurs qui sont affiliés à ces plateformes et qui ont fait grève la semaine dernière à Paris en raison notamment de la baisse de ces tarifs imposés par ces applications. L'avis de nos invités dans quelques instants. On parlera ensuite de santé avec ce regroupement de 60 startups françaises, une sorte de French Tech, de la santé, de l'e-santé. Le but, promouvoir le savoir-faire de ces jeunes pousses et surtout inciter les Français à utiliser ces nouvelles technologies au service de notre bien-être. Et puis, on terminera cette émission, on en consacrera d'ailleurs une large partie au temps fort de l'année 2015, au temps fort économique, entrepreneurial de l'année 2015 et surtout à ce qui vous attend pour l'année 2016. Bienvenue dans Entrepreneur le Live. Et avec nous ce matin, Guillaume Quéroux. Bonjour. Bonjour Guillaume, patron de Didaxis, président du Club des entrepreneurs. Merci d'être avec nous. Et puis sur ce plateau, Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour Julien. Qu'on a le plaisir d'accueillir pour la première fois sur Entrepreneur Live, mais qui connaît évidemment bien la maison WeDoBiz, fondateur et président du MoveJ et de la PCE, qui va d'ailleurs bientôt changer de nom. C'est en début d'année, c'est un peu la nouveauté 2016, ça ? Qui va s'appeler l'agence France Entrepreneur. Et pourquoi on change de nom ? On change de nom parce qu'on transforme cette agence. Le souhait du président de la République a été de créer une agence sur l'agence du développement économique des territoires, qui prendra le nom effectivement de l'agence France Entrepreneur, pour apporter certaines solutions sur l'écosystème entrepreneurial et notamment avec une accentuation de l'accompagnement des porteurs de projets, de création et de reprise d'entreprise dans les territoires fragiles. Dans les territoires fragiles, bien sûr, il y a les périphéries des métropoles, ce que certains appellent les quartiers, et puis il y a tout ce qui est zone rurale où il y a énormément de choses à faire, des activités à créer, mais des activités à reprendre pour développer du business, pour consolider du lien social. Je pense que c'est extrêmement important, et pour également, ça c'est ma conviction, faire en sorte que cette jeune génération puisse également relever le défi de la reprise d'activité, de la reprise d'entreprise, notamment dans les filières professionnelles. France Entrepreneur, changement de nom, c'est quand ? Début d'année ? Oui, ça sera en début d'année. Bon. On n'a pas les dates exactes, mais ça sera entre janvier et février. On suivra ça évidemment sur WeDoBiz. Allez, on commence avec les VTC et cette grève des chauffeurs. C'était vendredi dernier à Paris notamment. Les entrepreneurs, notamment affiliés à chauffeurs privés, à Uber, sont en colère contre la baisse des tarifs décidés par ces plateformes. Et surtout, ils demandent un prix de course minimum, comme les taxis d'ailleurs, qu'ils avaient largement critiqué au départ pour cela. Guillaume Quéroux, est-ce qu'on peut dire que c'est un caprice d'enfant gâté ou alors que ce sont des revendications qui finalement sont légitimes ? Moi, je pense que c'est pas vraiment légitime. Dans la réalité, c'est vrai que lorsque se sont lancés les VTC, ils étaient quelques centaines. Aujourd'hui, ils sont près de 20 000. C'est sûr que la donne n'est plus la même qu'il y a un an. Il y a un an, le chauffeur VTC gagnait jusqu'à 3 000 euros, voire un peu plus, en travaillant normalement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, en travaillant 60 à 90 heures, finalement, il va gagner un peu moins d'un SMIC, entre 800 et 1500 euros. Donc, c'est sûr que la donne n'est plus du tout la même. On ne peut pas dire que ce soit des enfants gâtés, mais effectivement, le prix de cette liberté de ces VTC, qu'on oppose effectivement aux chauffeurs de taxi traditionnels qui, eux, ont payé une licence ou une formation, etc., a des conséquences. Dominique Restineau, en un mot, vous trouvez que le combat est justifié quelque part ? Alors, je dirais que, pour remonter un petit peu en amont, transformation de l'économie à travers les usages, transformation de l'économie à travers le numérique. Et le numérique, ça n'est pas, et la preuve, que de la technologie. Ça fonctionne avec les usages, qui est une des parties absolument fondamentales de cette révolution numérique. Certains pourraient dire, c'est un peu l'arroseur arrosé.
Ce qui me semble important de voir, c'est qu'on cherche à libérer parce qu'il y a de la croissance qui est là avec des nouveaux business, des nouveaux modèles, avec l'utilisation de ces plateformes. Et en même temps, il faut, si j'ai bien compris, déréguler. Et en même temps, on demande également une forme de régulation. Je crois que d'une part, il faut lâcher un petit peu la bride, mais en même temps, veiller à ce qu'il y ait une cohérence. Une cohérence, pourquoi? Parce que, Guillaume le disait, je crois qu'en quelques mois, les chauffeurs VTC ont vu leur temps de travail doubler pour un salaire qui, si j'ai bien compris, a diminué. Ça, c'est une chose, mais en même temps, il y a on a parlé d'une protection des taxis à cause des plaques. Et là, par contre, je comprends que quelqu'un qui a investi dans les plaques Mais au est-ce que c'est prix pas de un peu 200 paradoxal 250 000 justement? euros. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? On a beaucoup entendu justement les VTC au moment où ils cherchaient finalement à avoir un peu plus de place sur ce marché. Oui, Dire finalement les taxis, ils sont quand même protégés par un monopole d'État, ils sont quand même relativement encadrés. Et que là, on voit quand même les VTC qui font appel finalement à l'État pour les aider à un peu à protéger leurs activités. Est-ce que c'est pas un peu Ça va paradoxal? même plus loin que ça. C'est-à-dire que les mêmes qui prônaient leur indépendance professionnelle demandent aujourd'hui, dans certains pays, la requalification en salarié. Donc c'est on la voit chose. bien qu'il y a des Les chauffeurs contradictions Uber, oui, finalement notamment. dans ces gisements d'emploi, parce qu'il faut le reconnaître. Le travailleur indépendant, que ce soit un VTC, que ce soit il y a des prestataires de ménage qui se regroupent sur des plateformes, etc. Enfin, tous les Oui, il y a métiers beaucoup aujourd'hui, d'activités de tous les métiers service. sont ubérisés. Et finalement, d'un côté, effectivement, il y a une extrême liberté pour tous ces travailleurs indépendants qui se créent leur propre emploi. Mais derrière, il y a la précarité, effectivement, de ces travailleurs qui ne sont pas réellement, qui ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs salariés, mais qui, dès lors que leurs conditions de travail sont compliquées, peuvent demander la requalification en salarié. Et c'est là où le modèle du tout numérique, du tout numérique C'est limite quelque assez part. Et limite quelque part. on va justement en parler. Mais Dominique Cristino, vous disiez, c'est pas l'arroseur arrosé, c'est quand même celui qui a demandé la dérégulation qui demande maintenant à se faire réguler. Oui, enfin, en tout cas, c'est ce que je constate, si j'ai bien compris. Euh, en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on libéralise le travail. Pourquoi qu'on libéralise le travail? Parce que c'est ce qui va permettre aux entreprises d'embaucher. En même temps, d'un côté, on a un code du travail, on a une régulation du travail qui est bloquante, et de l'autre côté, on met des choses qui peuvent être explosives. Je pense que le chemin est entre les deux. Donc au départ, on lance quelque chose. Il y a un phénomène mondial. Guillaume parle d'ubérisation. Je crois que c'est devenu le grand mot à la mode et qu'on y reviendra, j'en suis convaincu. Qu'on a beaucoup trop utilisé d'ailleurs. Je pense qu'on l'a beaucoup trop utilisé parce que c'est pas, ça n'a pas une connotation forcément extrêmement positive pour Pas un du grand tout. nombre Pas du tout. de personnes. Ouais. Et ce qui, pour moi, est important, c'est de pouvoir libérer certaines énergies en laissant un petit peu de temps et de travailler à ce qu'il y ait une cohérence des acteurs économiques qui puissent travailler dans une concertation. Mais j'ai entendu, je crois, un représentant des manifestants des VTC qui, lui, disait, mais on parle pas vraiment bien avec les taxis, les compagnies de taxis. Donc je me dis, on va trouver un chemin, ou alors c'est de la politique, j'en sais rien, mais je me dis qu'il faut que ces gens-là se parlent pour trouver un système qui va permettre à chacun de s'y retrouver. En un mot, justement, vous disiez l'ubérisation, on a beaucoup utilisé ce mot. Est-ce que dans le cas présent, c'est pas aussi le symbole que cette ubérisation est là, des mauvais côtés, une face cachée, un côté un peu sombre, Guillaume Quérou? Oui, il y a une face un peu sombre. Et la face la plus sombre, On a l'impression qu'on la c'est celle découvre au fur et à mesure. de l'innovation permanente. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cet écosystème entrepreneurial, toutes ces entreprises qui ont ubérisé l'économie se feront elles-mêmes ubériser par des entreprises encore plus innovantes. Donc c'est un perpétuel, c'est un mouvement perpétuel qui nécessite en tout cas de se remettre en question en permanence. Et là, on est clairement dans ce cas de figure où Uber doit probablement remettre en question aussi son modèle, les relations qu'il a avec ses chauffeurs qui sont indépendants, mais qui doivent pouvoir avoir leur mot
pouvoir s'exprimer sur leurs conditions de travail, indépendamment du fait qu'ils soient indépendants. C'est pas incompatible. Très rapidement, mais très rapidement pour terminer là-dessus, on dit quoi aux entrepreneurs qui veulent se lancer aujourd'hui en tant que VTC? Uber, ça sert à rien, ça ne marche pas, n'y allez pas, prenez une licence de taxi, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est pas simple. Il n'y a pas que Uber dans les Oui, dans il les y a VTC, il n'y d'autres pas que applications Uber. aussi, bien sûr. D'autres Chauffeur privé, entreprises, Statcar, il y en a beaucoup, notamment évidemment. d'entreprises françaises de cette économie collaborative, sont beaucoup plus regardantes vis-à-vis de leurs chauffeurs VTC. Et certains, effectivement, ont quitté certaines firmes Parce que là, parce aujourd'hui, qu'ils ont des conditions, parce qu'ils ont des tarifs en face, avec un service. Et c'est vrai ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est que ces deux économies qui s'opposent ont en tout cas permis pour le consommateur final d'avoir un meilleur service, un meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est ça qui est important, sans que personne ne soit lésé, ni les entrepreneurs qui prennent les risques d'un côté, ni les consommateurs et les indépendants de l'autre. bon allez, avant de tous se faire ubériser à part un, on va essayer de prendre un peu soin de notre santé. On va faire un petit bilan de l'année 2015, start-up, économie, etc. dans quelques minutes. Mais d'abord, on va parler très rapidement d'une organisation qui a été créée il y a maintenant quelques jours. Ça s'appelle France e-Health Tech. Ça regroupe 60 start-up du secteur de l'e-santé, donc des comparateurs de médecins, des objets connectés dédiés à la santé, des pilules intelligentes. Et leur objectif, c'est de promouvoir leur activité et surtout de parler d'une seule voix auprès des pouvoirs publics dans un contexte où finalement la France paraît assez en retard sur le développement de ces jeunes pousses, aussi bien d'ailleurs que sur l'adoption de ces produits et services par le grand public. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore converti à ces services, à ces produits de e-santé, de santé connectée par rapport à nos voisins américains, finlandais? Est-ce que c'est notre côté franco-français, un peu réfractaire à la nouveauté, au progrès, au changement? Dominique Restineau? Bon, déjà, moi, je trouve qu'il y a de moins en moins cette connotation de franco-français. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que nous sommes très différents des autres et que nous sommes plus mauvais que les autres. Le French bashing m'est totalement insupportable. Je pense qu'on a beaucoup de talent dans notre pays, qu'on a beaucoup de valeurs dans notre pays et qu'en ce moment, on cherche à les défendre. Alors, est-ce qu'il faut les défendre ou est-ce qu'il faut promouvoir ce que nous sommes? Ensuite, concernant ce regroupement, je pense qu'il est intéressant. Pourquoi? Parce que d'une part, ce sont, une fois encore, l'usage, grâce aux nouvelles technologies, grâce au numérique, une transformation de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on cherche à développer des activités, notamment pour laisser le maximum possible des patients, des malades chez eux. C'est une réduction des coûts sur la sécurité sociale. Donc ça, en tout cas, c'est la volonté. C'est le business model autour de ça. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Premièrement, parce que humainement, les gens préfèrent quand même être chez eux qu'à l'hôpital, je crois en tout cas. Et je suis assez concerné par le sujet dans mon entourage. Et qu'en même temps, ça permet d'avoir des coûts beaucoup moins importants. Qui une vraie question économique derrière. Voilà, il y a une véritable question économique. Donc c'est l'usage, la vie de chacun et a priori des avancées financières qui peuvent être intéressantes pour l'ensemble du pays et donc pour l'ensemble des citoyens de la France. Que ces 60 startups se mettent ensemble, je pense que ça devrait leur permettre de pouvoir collaborer davantage, essayer d'innover davantage, essayer de trouver des pistes de réflexion communes, parce que j'ai un adage, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc je pense que c'est un axe qui est totalement intéressant. Voilà, c'est ce que sur ce sujet-là. Bien sûr, voilà. mais pourtant on dit souvent la France a les meilleurs ingénieurs. C'est assez simple de créer sa boîte, de la développer, de trouver des fonds dans notre pays. Pourtant, il y a aujourd'hui, quand on compare à nos voisins américains et européens, pas de Facebook français de la santé. Pourquoi? Pourquoi ça ne prend pas encore aujourd'hui, Guillaume Quéroux? Ça prend pas. Enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, je serais tenté de dire, c'est qu'on ne se donne pas les moyens. C'est-à-dire que aux États-Unis, pourquoi ça a pris? On a 30 fois plus d'investissements dans le secteur de la e-santé. On a donc mécaniquement 30 fois plus de start-up dans ce secteur-là. Et donc, effectivement, l'union faisant la force et le besoin créant le marché, il faut investir massivement dans ce secteur, surtout en France, à l'heure où on fait 600 millions d'ordonnances papier.
Donc là, je pense qu'il y a vraiment un marché. Et puis d'autre part, c'est vrai que on est dans un pays très consommateur d'un certain nombre de médicaments, d'antidépresseurs, etc. Je crois qu'on est les premiers au Oui, monde. oui. Donc En tout cas, les premiers européens. il faut permettre effectivement aux Français d'utiliser ces technologies-là. Il y a plein de tous les objets connectés, la Mhm. data dans la santé, etc. Pour peut-être aussi permettre la réduction des déficits publics. Mais je crois que c'est l'investissement massif dans ce secteur-là. Et cette initiative, finalement, de regrouper 60 acteurs est un cercle vertueux. Je pense que ça va permettre effectivement à d'autres créateurs, à d'autres porteurs de projets, à des ingénieurs, chercheurs français en France, à l'étranger, de pouvoir peut-être investir massivement et de créer ce marché qui doit se développer, ça c'est sûr. Et vous qui voyez des entrepreneurs toute la journée, des porteurs de projets, ils vous disent aujourd'hui, je veux aller sur ce secteur, je veux lancer une pilule intelligente par exemple. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Dominique Restineau. Bon, alors, je ne suis pas un spécialiste des pilules intelligentes en ce qui me concerne. Euh, Je disais ça avec votre œil d'entrepreneur. Hein. oui. Moi, je regarde une chose. Le tout 100% numérique, je ne suis pas convaincu. Effectivement, je vois des centaines d'entrepreneurs, petits, grands, moyens, âgés, pas âgés, jeunes, ouvriers, tout ça. Je prends dans le business du commerce bon nombre de jeunes entrepreneurs qui commencent à avoir un certain nom en France, ou à Paris en tout cas, Mhm. comment dirais-je, arrivent au phénomène ils étaient en plateforme et de vente en ligne, et ils créent des stores, ils créent des magasins, boutiques, bien ils créent des magasins, parce qu'il y a ce besoin également d'échange, de points de vente pour exister davantage. Et puis l'histoire de je crée un site et j'ai le monde entier, ça coûte énormément d'argent, donc c'est pas aussi simple que ça non plus. C'est bien d'avoir déjà tout un quartier ou toute une ville. Oui, tout à fait. Après, j'ai perdu votre question, Julien. Qu'est-ce qu'on conseille finalement à ces entrepreneurs qui veulent aller sur ce secteur de l'e-santé, de la santé connectée, des objets connectés dédiés au bien-être, à la santé? Je pense qu'il y a un vrai business, il y a un vrai business également avec la silver economy, mais je crois que la santé est également assez large, il y a le bien-être qui va C'est autour ça. de ça. Ensuite, concernant les pilules très spécifiques, là on est dans la médecine. Très sincèrement, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a des chercheurs, il y a des laboratoires, donc je pense que ça va faire en sorte qu'il y ait davantage de créativité. Je voudrais revenir sur un point. Euh, Parce que vous avez dit au départ, Julien, en France, on peut se développer et tout ça. Je pense que la France est l'un des pays au monde où on accompagne le plus la création d'entreprises. Et ça depuis 10-15 ans. Tout gouvernement Confondu et bien confondu. sûr. Voilà. Il y a également une appétence, alors encore plus chez les jeunes aujourd'hui. Je parle là du baromètre MoveJ OpinionWay CIC à PCE, où il y a un potentiel de création d'1,2 million emplois par des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans à 2020. C'est ce qu'on voit, nous, au MoveJ, avec les jeunes que nous vous faisons recevez, bien accompagner, sûr. qu'on reçoit, mais qu'on accompagne, qu'on fait accompagner dans le programme de mentorat. Et là, il y a effectivement une véritable effervescence. La problématique que nous avons, c'est que quand vous avez un pays ou une nation, enfin les Nations Unies, vous avez vu le champ d'action là? Quand vous avez la Chine, vous avez vu le champ d'action? Or, nous, on est dans une Europe. Et l'Europe économique, elle n'est pas réellement là. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière de la langue, parce qu'il y a 26 pays, je crois, que c'est pas simple de se mettre d'accord à 26 parce que il y a des pays qui sont plus émergents que d'autres, et que quand il y a un investisseur qui va se dire je veux mettre 100 à tel endroit, et le champ d'action est énorme par rapport à 100 ici sur un champ d'action qui est un territoire comme la France, c'est véritablement un problème. D'accord? Et c'est un peu leur regard également. Et ça, je veux dire, c'est pour moi l'un des premiers mots pour développer les entreprises, pour effectivement avoir davantage d'investisseurs, comme Les dans d'autres conseiller régions du monde. et aller Je sur ce rajouterais secteur. quand Guillaume même, Quéroux. Dominique a totalement zappé quand même le mentorat. Je crois que Vous allez le Non, fâcher avant la fin de non, l'émission. Non, je ne l'ai pas zappé. mais dans la réalité, en fait, c'est vrai que non, mais c'était un clin d'œil justement à l'Institut du mentorat que préside Dominique. Le mentorat, je crois que ces jeunes qui veulent entreprendre,
doivent se faire accompagner. Donc ça, c'est une évidence, on est tous d'accord. Donc il faut qu'ils le fassent. Et c'est vrai que s'il y a effectivement une organisation qui regroupe les acteurs de la e-santé, qui puissent rejoindre ce groupement, et parce qu'il y a un vrai levier de synergie. De synergie, effectivement. Bon, et de toute façon, on va évidemment reparler de cette association, de cette organisation et puis de toutes ces startups dédiées au bien-être et à la santé, puisqu'ils vont faire beaucoup d'actions, notamment dans le courant de l'année 2016. On termine cette émission avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, votre bilan économique, entrepreneurial de l'année 2015. Et j'ai sélectionné quelques infos dont on a pas mal parlé, notamment sur l'antenne de We Do Biz, et on va avoir votre réaction dans quelques secondes. Mais d'abord, si vous deviez résumer, un petit exercice de synthèse, si vous deviez résumer 2015, votre année, votre activité 2015 en un mot, lequel serait-il? Guillaume Quérou. J'ai envie de dire la loi Macron. Après, c'est un peu... Ça, c'est le mot, c'est Macron. Ouais, c'est ça. Bon, on en parlera tout à l'heure de Macron, donc on ne va pas tout de suite s'étaler. Dominique Restino, un mot pour définir votre année économique 2015. J'ai écouté des mots avant l'antenne qui n'étaient pas forcément très sympathiques. Si, je peux le redire, aquatique. Aquatique, voilà. C'était aquatique. Donc, évidemment, c'est un peu sous l'eau. Ça détermine bien votre année. Écoutez, moi, il y a deux choses que je vois, que je ressens. Je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Premièrement, c'est ce que je disais, cet engouement pour le développement du business, pour l'entrepreneuriat. Et il n'y a pas un entrepreneuriat, il y a autant d'entrepreneuriat que de porteurs de projets de création et de reprise. Et c'est véritablement entré, enfin, ça rentre de plus en plus dans les mœurs de notre pays. Ça, pour moi, c'est un phénomène extrêmement important. Et puis, j'ai envie de dire, il me semble que on arrive, tous les indicateurs commencent à être positifs. Et donc, pour moi, l'année 2015, c'est tourner la page et faire en sorte qu'on arrive, même si ça ne sera pas le 1er janvier, mais dans une économie qui se redresse. Pour cela, il faut effectivement une concentration des forces. Je crois qu'il y a une responsabilité des citoyens de ce pays, bien sûr des politiques, mais pas que, des entrepreneurs, des salariés, des hommes et des femmes de ce pays, de la jeunesse également. Je crois, j'ai quelques leitmotifs comme ça. Pour moi, la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. C'est eux qui porteront notre pays et notre économie. C'est eux qui, grâce à certaines valeurs qu'ils ont eux trouvées en tout cas, peut-être que des gens de mon âge ont, dans une frénésie de développement, on a oublié certaines choses. Et je crois en cette jeunesse. Je crois qu'il faut miser sur cette jeunesse. Et c'est un message d'espoir. J'ai envie de tourner la page. Ça n'a pas été simple pour tout le monde, 2015. Je ne rentrerai pas, bien sûr, dans les événements absolument catastrophiques. Terrible qu'on a tous vécu, bien voilà, sûr. mais justement, alors, quelque chose de marquant pour moi, c'est l'agence France Entrepreneur. Un objectif du président de la République d'arriver à accompagner des entreprises de tous les territoires et bien sûr avec une accentuation sur les territoires fragiles. Je pense que c'est un message fort et je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là parce que c'est les valeurs de notre société qui sont en jeu et permettre à des jeunes gens qui sont dans les territoires où c'est peut-être plus difficile, il leur faut un espoir et on ne peut pas dire il n'y a qu'à Faucon, il faut véritablement travailler, il y a énormément de réseaux qui sont là pour ça et pour moi c'est un message fort celui-ci. Donc si on continue sur la métaphore aquatique, on sort la tête de l'eau en 2016. On va commencer avec cette info, une des infos, un des hommes finalement qui a fait un peu l'année 2015, c'est quand même Emmanuel Macron, avec la mise en application de la loi Macron 1, la présentation, on va en reparler d'ailleurs un peu avortée pour le coup de la loi Noé, la loi Macron 2. Est-ce qu'on peut dire, d'un point de vue économique, entrepreneurial presque, que 2015 était, selon vous, un peu l'année Macron? Guillaume Quérou. En tout cas, on ne sait pas si c'est l'année Macron, mais en tout cas, il y a un regain d'intérêt pour les entrepreneurs, pour la libéralisation d'une partie de l'économie. Après la loi Macron, c'est beaucoup de sujets, et au final, les sujets qui m'importent moi en tant qu'entrepreneur, ce sont ceux qui créent de l'emploi, qui créent de l'emploi dans les territoires, qui créent de l'emploi durable et pérenne. Donc le problème de tout ça, c'est qu'on est dans un monde imparfait, et c'est vrai que l'un des principaux gisements d'emploi, on l'a dit tout à l'heure, c'est le travail indépendant, c'est travailleurs indépendants. On a un retard
important en France, on ne va pas dire considérable par rapport aux États-Unis, où effectivement c'est quasiment un emploi sur deux. En Angleterre, 48% des nouveaux emplois sont créés par des travailleurs indépendants. En France, on n'en est pas encore là. Mais on peut imaginer quand même une voie où tous ces auto-entrepreneurs, on a quand même plus d'1 million de personnes, pour beaucoup des jeunes de moins de 26 ans issus de zones plus défavorisées. Je ne parle pas que des quartiers, je parle aussi des zones agricoles. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi il y a de la souffrance dans plein de territoires. Et de leur permettre d'avoir une meilleure protection sociale, c'est aussi l'une des questions sur le régime de l'indépendant, le régime général, l'opposition de deux systèmes et comment on essaye de converger vers une protection qui soit quand même aussi intéressante pour les artisans, les entrepreneurs individuels que les salariés et les fonctionnaires. C'est, je pense... Et quand on voit le projet Noé, donc Nouvelles opportunités économiques, on en avait parlé notamment sur We Do Biz, qui finalement, au lendemain des régionales, va sembler un petit peu avorter au profit d'une grande loi économique portée par Manuel Valls. Qu'en pensent justement les entrepreneurs, l'écosystème de ce retournement de situation et de tous les espoirs finalement que cette loi Macron 2 suscitait? Dominique Restineau. Déjà, je pense qu'il est de bon goût de travailler à l'économie numérique. Je pense que les politiques sont emparés, en tout cas certains. Se sont saisis du sujet, bien sûr. Se sont saisis du sujet parce que c'est une transformation de la société et que Il faut l'accompagner. ils ont leur rôle à jouer. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. 2015, c'est l'année Macron. Je ne sais pas si c'est bien. C'était une question. Oui, je ne sais pas si c'est bien de focaliser sur Emmanuel Macron parce que ça isole son action. Et moi, j'aimerais qu'il y ait, pardon pour lui, mais beaucoup d'Emmanuel Macron, avec, je crois, des valeurs républicaines, mais également une forme de libéralisation, de trouver des solutions. C'est le combat qu'il mène, si j'ai bien compris. Et il faudrait qu'il y en ait beaucoup, que ce soit d'ailleurs à gauche ou que ce soit à droite, parce que je sais qu'il y a un gros sujet en ce moment autour de cela. Je pense que le pays a envie simplement qu'on trouve les solutions et que je ne suis pas certain, là, que les solutions se trouvent dans les extrêmes. Je pense qu'il y a une mobilisation et un rassemblement, je dirais, républicain. C'est peut-être pas très politiquement facile pour les uns ou pour les autres, parce qu'il y a des clivages qui nécessitent, qui obligent certaines choses, mais pour redresser la tête, pour relever le défi qui est le nôtre, je pense qu'on doit tous s'y mettre. Bon, et ben là, le message est lancé et vous avez intérêt à l'écouter. L'autre actu de 2015, pour les entrepreneurs, pour les startups, c'était aussi les levées de fonds, le capital risque. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous semblent montrer finalement un peu le retour en grâce. Alors pas que sur 2015 quelque part, mais sur aussi l'année précédente du capital risque, aussi bien dans le monde qu'en France. Je rappelle juste ce chiffre. CB Insight, KPMG, le fonds de capital risque, ont apporté 98,4 milliards de dollars de financement dans le monde. C'était en 2014, c'est le double par rapport à 2013 et les prévisions sont aussi optimistes pour l'année 2015. En France, des grosses levées de fonds, Blablacar, Parrot, Save. Si on voulait lever de l'argent en 2015, c'était une bonne année, Dominique? Alors, en tout cas, j'ai vu passer une étude menée par le cabinet EY, anciennement Ernst & Young, qui est naturellement du côté des entrepreneurs chaque jour, et j'ai cru comprendre qu'il relevait encore un doublement des investissements. Vous citez Julien, Blablacar, voilà. C'est toujours pareil, on va citer 3-4 noms, toujours les mêmes. Il y en a eu beaucoup d'autres, effectivement. Alors, il est faux, bien sûr, parce que ça arrive aux licornes que tout le monde espère également pour le développement de On en a l'économie. beaucoup parlé également. Mais l'économie, elle se fait également sur une masse plus importante. Et ce qu'il faut également, c'est pouvoir faire en sorte de soutenir des entreprises, des startups, mais même également des activités qui vont... Vous savez, il y a 97% des entreprises en France qui ont moins de 20 salariés. Il y a 65 ou 66% qui n'ont pas de salariés. Imaginez simplement si ces 66%, c'est peut-être 2 millions et quelques d'entreprises, qui pouvaient, parce que ça investit un petit peu différemment, qui pouvaient embaucher ne serait-ce qu'une personne, une seule personne. Mais vous imaginez ? Je pense qu'on trouve les moyens de pouvoir résoudre ce qui est le mot fondamental de notre société, c'est-à-dire le chômage. Alors, je sais qu'il y a une problématique, et j'en termine là, d'adéquation entre l'offre et la demande. Former les gens, les chômeurs. Je pense que c'est indispensable. La dignité humaine, c'est de pouvoir
également aller travailler, avoir une vie sociale. Et je pense qu'il faut maximiser cette ambition-là. Bon, pour terminer sur une note positive, optimiste, cette émission, parce qu'on est très en retard, Guillaume Quéroux, en 2016, si je suis entrepreneur et que j'ai besoin de lever de l'argent, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être aussi simple qu'en 2015? Bah oui, on va y arriver. Maintenant, bon après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de levées de fonds en France l'année dernière. Maintenant c'est quelques centaines de levées de fonds, hein. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant en France il y a 3 400 000 entreprises et il y a 248 levées de fonds. Donc oui, tout le monde a sa chance. Je crois que l'entreprise est le dernier ascenseur social qui fonctionne. Les auto-entrepreneurs l'ont prouvé. Maintenant, je pense qu'il faut les accompagner, il faut leur permettre de rendre leur rêve possible. Et ce rêve-là, c'est plutôt le rêve de créer son propre emploi, de créer 1 ou 2 emplois, plutôt que de créer des milliers d'emplois. Et déjà, on sera bien. Moi, je rejoins tout à fait Dominique sur le fait d'y aller étape par étape. Bon, et bien 2016, ce sera encore et évidemment sur We Do Biz, l'année de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Dominique Christine, Guillaume Quéroux, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier. Et d'ici là, cette émission, comme d'habitude, wedobiz.com pour le replay. Très, très belle semaine. À vous tous.